Sais-tu qu'un cambriolage a lieu toutes les 15 secondes aux États-Unis? Cela signifie qu'environ 4800 cambriolages ont lieu tous les jours. Et la police ne peut élucider que 13% de tous les cas signalés. Alors oui, on ne plaisante pas avec la sécurité domestique. Je ne le ferai donc pas. Mais malgré tout, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de transformer ta maison en forteresse pour te sentir en sécurité. Tu peux faire tout un tas de choses pour empêcher les malfaiteurs d'entrer chez toi et pour protéger tes objets de valeur sans te ruiner. Chaque chose en son temps. Les maisons sans système de sécurité sont 300% plus susceptibles d'être cambriolées. Tu devrais donc envisager d'en installer un. Cependant, il en existe de nombreux modèles différents. Du coup, il peut être difficile de choisir celui qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques, au niveau de protection souhaité et à ton budget. Mais tout se résume finalement à deux solutions, l'installation professionnelle et l'installation maison. Nous allons examiner les deux. Les systèmes installés par des professionnels nécessitent une supervision spécialisée et font généralement l'objet d'un contrat à long terme. Ces systèmes sont payants. Cependant, la dépense initiale est en général relativement faible car les fournisseurs échelonnent les frais sur toute la durée du contrat. Une fois que tu auras opté pour une installation professionnelle, l'entreprise organisera d'abord un rendez-vous avec l'un de ses techniciens expérimentés qui procédera à une évaluation et t'expliquera toutes les options qui s'offrent à toi. Et tant que ton contrat est en règle, tu peux leur signaler tous les problèmes que tu rencontres avec ton système. Ils veilleront à ce que tout fonctionne correctement. En résumé, un système de sécurité professionnelle te permettra de te relaxer, tu n'auras pas à passer des heures à regarder des tutoriels ou à lire des manuels. Néanmoins, les systèmes de sécurité professionnelle peuvent ne pas te convenir, surtout si tu es locataire, car les conditions du contrat peuvent parfois être contraignantes. Ou peut-être n'es-tu pas locataire et qu'il s'agit pour toi d'une question de budget. Dans ce cas, une installation maison est probablement ce qu'il te faut. L'avantage, c'est que si le prix moyen est d'environ 50 € par mois pour un système professionnel, il n'est que de 30 € pour un système maison. En outre, tu n'as rien à débourser pour l'installation elle-même. Tu devras cependant t'attendre à un coût initial plus élevé si tu choisis cette option. Et il y a aussi le fait qu'une installation maison peut ne pas être parfaitement réalisée. Il peut y avoir des failles qu'un professionnel aurait détectées. En fin de compte, le plus important avant de choisir un système, c'est d'évaluer tes besoins selon l'endroit où tu vis et ta maison elle-même. Sais-tu que 34% des voleurs passent par la porte d'entrée pour entrer chez les gens? Si ta porte n'est pas assez solide, c'est un peu comme si tu invitais les cambrioleurs. Il ne suffit donc pas d'installer un système de sécurité. Tu dois aussi inspecter toutes tes portes. Assure-toi que leurs chambranles sont robustes et leurs charnières bien protégées. Tu peux toujours utiliser des kits de renforcement. S'il y a une ouverture pour le courrier dans ta porte, vérifie qu'il n'est pas possible d'y passer la main. Lorsque tu emménages dans une maison ou un appartement où vivait quelqu'un précédemment, veille bien à changer les serrures. Tu t'assureras ainsi que personne ne pourra entrer chez toi en utilisant une simple clé. Une autre façon de sécuriser ta porte est d'installer une caméra connectée. Celle-ci, proposée par Amazon, est extrêmement facile à utiliser. Elle est 100% sans fil. Elle possède une batterie rechargeable intégrée qui durera entre 1 et 2 mois. Tu n'auras donc pas à la recharger trop souvent. Tu peux surveiller l'état de la batterie grâce à l'application pour téléphone. Elle est également dotée d'une technologie de détection de mouvement et d'une vision nocturne. Et tu n'as pas à te soucier de la météo, car elle est également étanche. Au fait, n'oublie pas les portes à vitres coulissantes. Tu peux utiliser des barres ou poser des chevilles dans les rails afin d'empêcher qu'on les force. Tu peux aussi installer des senseurs qui te permettront de savoir si quelqu'un essaie de les ouvrir pour pénétrer chez toi. Nous abordons maintenant les bases de la sécurité domestique. Le pourcentage de cambrioleurs qui entrent dans une maison par une fenêtre atteint 23%. La raison principale, c'est que la plupart du temps, les gens oublient de verrouiller ces ouvertures. Et les cambrioleurs pourront toujours casser une vitre. Si tu ne veux pas que cela arrive, tu peux essayer de renforcer tes fenêtres avec un film de sécurité, ajouter des barreaux ou installer des senseurs. Si cela t'est impossible, tu peux aussi planter des arbustes épineux sous les fenêtres de ton rez-de-chaussée pour décourager les voleurs de s'introduire chez toi par effraction.
Quelle est la différence entre un acteur et un cambrioleur? Les cambrioleurs n'aiment pas les projecteurs. Il est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur. Les lampes doivent être placées devant et derrière ta maison, le long des allées et près du garage. Pour rendre ces lampes encore plus efficaces, tu peux utiliser des capteurs de mouvement. Par exemple, celle-ci, elle fonctionne à l'énergie solaire. Tu pourras donc faire des économies. Et ça ne signifie pas que tu n'auras plus de lumière le jour où le ciel sera nuageux. Elle peut fonctionner pendant 5 nuits par temps pluvieux. Les cambrioleurs ne doivent pas pouvoir jouer à cache-cache. Si les arbres et les arbustes peuvent embellir ta maison, ils peuvent aussi servir de cachette aux voleurs. C'est pourquoi tu dois tailler tes arbres et tes plantes, tout au moins ceux qui se trouvent à proximité de tes murs. Choisis plutôt des fleurs et des petits buissons. Les cambrioleurs n'auront ainsi aucun endroit où se cacher en attendant que tu partes. La même chose vaut pour les portails, les remises et autres constructions extérieures. Assure-toi qu'ils sont bien fermés à clé. Les cambrioleurs se servent aussi de tabourets et d'échelles pour entrer par les fenêtres. Alors ne les tente pas en laissant traîner dehors. Cela tombe sous le sens, mais je vais le dire quand même. Verrouille ton garage. Même si l'on ne peut pas entrer chez toi par là, tu y gardes probablement quelques objets de valeur qui pourraient intéresser les voleurs. Tu feras également bien de ranger ton ouvre-porte de garage dans ta maison plutôt que dans ta voiture. Ainsi, les cambrioleurs ne pourront pas s'en emparer si facilement. Si tu utilises un code de sécurité pour ouvrir ton garage, ne le divulgue pas et évite de le taper devant des inconnus, y compris tes voisins. Car certains voisins, on ne sait jamais. Installer une alarme dans ton allée contribuera également à sécuriser ton garage. Les cambrioleurs, mais aussi les voleurs de colis, représentent aujourd'hui un gros problème. L'année dernière, près d'un Américain sur 7 en a été victime. C'est là que les caméras de sécurité s'avèrent utiles. Tout d'abord, elles ont un effet dissuasif. Et deuxièmement, si quelqu'un venait voler ton colis, tu serais en mesure de l'identifier grâce aux images de sécurité. Si tu ne peux pas te payer une bonne caméra pour le moment, tu peux en acheter une fausse. Elles sont beaucoup moins chères et elles donneront l'impression que ta maison est protégée. C'est assez dissuasif. Celle-ci vaut le coup au cas où tu en chercherais une. Une petite lumière clignotante lui donne un aspect réaliste. Enfin et surtout, un coffre-fort est toujours utile. Et ne t'inquiète pas, il ne doit pas forcément s'agir de l'un des coffres-forts géants en titane incassable que l'on voit dans les films. Certains cambrioleurs sauront toujours s'introduire chez toi malgré toutes tes précautions. Tu dois donc toujours t'assurer que tes objets de valeur sont en sécurité. Tu peux y mettre tout ce que tu veux, tes bijoux, tes dossiers les plus importants, tout sera bien protégé. Si tu t'en procures un, assure-toi qu'il est ignifugé, étanche et suffisamment lourd pour qu'un voleur ne puisse pas le soulever et s'en aller avec. Mieux vaut prévenir que guérir. Une carte d'embarquement possède plus d'une fonction. Une fois que l'équipage l'a vérifiée, elle peut même être utilisée d'une super manière. Place un côté de la carte d'embarquement sous la housse de ton téléphone et l'autre côté sous le loquet de la tablette. Cela semble bizarre, mais cet utilisateur de Reddit a essayé et je suis certain qu'il n'a pas passé un vol ennuyeux grâce à cette salle de projection improvisée. Tu as déjà fait tellement de courses que tu as regretté de ne pas avoir des mains supplémentaires ? La prochaine fois que tu partiras à l'aventure dans un supermarché, n'oublie pas de prendre un mousqueton avec toi. Ce petit bonhomme compensera l'absence de bras en plus et te permettra de transporter tout ce que tu as acheté pendant les soldes de manière vraiment plus confortable. Il suffit de mettre tous ces sacs en plastique sur un mousqueton. Pour optimiser ton expérience, je te suggère fortement de te fabriquer aussi une poignée en tissu. Tu auras moins mal. Il y a des sportifs passionnés ici ? Oui, alors ce qui suit est pour toi. Si tes poches n'ont pas de fermeture éclair ou de bouton et que tu ne veux pas perdre tes clés, ta monnaie ou tout ce que tu souhaites emporter avec toi lorsque tu cours, tu as absolument besoin d'un élastique. Il suffit de former une poche intérieure comme l'a fait ce contributeur de Reddit. C'est aussi un bon remède contre le vol à la tire et contre la peur de perdre ses affaires. Encore une astuce pour faire du sport. Parfois, les chaussettes ont des coutures à l'intérieur, ce qui peut provoquer des ampoules pendant la course. Pas besoin de se débarrasser de ces chaussettes et d'en acheter de nouvelles. Il suffit de les porter à l'envers. Ce type est un génie. Si tu as des doutes sur l'authenticité d'un billet de $100 que tu tiens en main, tu peux utiliser ce tour de magie.
Tu vois cette ligne bleue qui témoigne de la véracité du billet? On dirait qu'elle est tissée à l'intérieur du papier. Maintenant, plie le billet de telle sorte que cette ligne bleue soit devant toi et que le papier soit légèrement incliné vers l'arrière. Prends une aiguille et essaye de l'insérer juste sous le rabat que tu vois. Si le billet est authentique, tu verras qu'il y a une fente dans ton billet. En revanche, les faux billets imprimés ne peuvent normalement pas présenter cette caractéristique, car dans la plupart des cas, ils ne possèdent tout simplement pas les multiples couches nécessaires pour cela. Les traces humides qu'une ventouse laisse sur le sol sont plutôt dégoûtantes, même si elle a été bien nettoyée. La prochaine fois que tu l'utiliseras, n'oublie pas de l'essuyer. La meilleure façon de le faire est de le placer sous la cuvette pour la faire sécher. Tu as déjà vu ces sangles sur les chariots de supermarché? Tu peux les utiliser pour ranger ta boisson en sécurité. Oui, c'est un peu barbare, mais en attendant qu'il y ait de vrais supports pour cela dans tous les chariots de supermarché, cela servira. Pour ceux qui aiment dormir dans les halls d'aéroport, cette solution peut s'avérer salvatrice. Pour protéger ton précieux bagage à main, tu n'as qu'à passer ton sac dans ton pied. Certes, l'attacher à une jambe ou à un bras semble plus efficace, mais ce n'est pas forcément possible avec tous les sacs. Tu peux aussi utiliser cette astuce dans bien d'autres endroits où il y a beaucoup de monde. Ce contributeur de Reddit utilise cette astuce dans les bars et cela semble fonctionner parfaitement. Il y a aussi une astuce pour tamiser la farine le plus rapidement possible. Curieusement, tu auras besoin d'un appareil de massage pour cela. Regarde à quelle vitesse tu peux le faire et plus besoin de secouer. Un morceau de gomme peut t'aider à mieux contrôler les vitres automatisées de ta voiture. Le chien de cet internaute était très excité à chaque fois qu'il montait en voiture et il appuyait accidentellement sur l'interrupteur de la vitre avec sa patte. Son maître a simplement placé un morceau de gomme bien ajusté dans ce creux et le problème a été résolu. Imaginons que tu as mal à la gorge, que tu consultes un médecin et qu'il te prescrive un spray qui fait merveille. Seul bémol, tu ne supportes pas le goût. Ce n'est pas grave, car un simple coton-tige peut t'aider. Il faut appliquer le spray pour la gorge sur le coton-tige, puis directement sur la gorge. Ainsi, tu évites les papilles gustatives de la langue. Tout le monde n'est pas fan du café noir. Si tu es à court de lait ou de crème par accident, il y a une solution. Il suffit d'ajouter de la glace à ta boisson. Elle sucrera le goût original du café. Certaines bougies ont tendance à fondre en formant un gros puits au milieu. Plus on la brûle, plus ce trou s'agrandit et à la fin, la mèche est consumée alors qu'il reste beaucoup de cire. Pour éviter cela, tu peux faire à ta bougie un joli chapeau en papier d'aluminium. Une fois que tu auras allumé la bougie et mis le chapeau dessus, la chaleur se répartira uniformément et fera bien fondre toute la cire. Ces décalages entre les plaintes peuvent être très gênants et ils peuvent gâcher l'aspect général de ta pièce. Il est possible de les recouvrir d'un morceau de craie comme l'a fait cette personne. Tu as ce joli service de couvert que ton arrière-grand-mère t'a légué, mais il s'est décoloré avec le temps et aucun produit vaisselle n'a réussi à y remédier. De l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du sel et une feuille d'aluminium peuvent te sauver la mise. Il suffit de mélanger le tout dans un récipient et de garder à l'esprit que la feuille d'aluminium doit simplement être immergée dans l'eau. Prends ensuite les couverts et trempe-les dans le mélange. Cela fonctionne instantanément. Regarde le résultat magnifique qu'a obtenu cet internaute. Le ruban adhésif peut t'aider à ajuster ton parquet sans l'abîmer. Si jamais tu vois un espace et que tu dois déplacer une dalle de parquet, prends du ruban adhésif, colle-le sur la dalle, puis tire. La dalle se déplacera à l'endroit où elle est censée se trouver. Pour que les ventouses tiennent bien, ajoute une couche de vaseline. De cette façon, elles adhéreront mieux et la prochaine fois qu'elles refuseront de coller, il suffira de réappliquer de la vaseline. Une simple spatule peut s'avérer utile non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la chambre à coucher. La prochaine fois que tu changeras tes draps, utilise une spatule pour les insérer entre le lit et le matelas. Cette tiktokeuse ne jure que par cette astuce qui permet de faire le lit comme dans les hôtels. Certaines personnes aiment collectionner les balles de baseball, mais il n'est pas facile de les exposer sur une étagère, car elles ont tendance à rouler. Tu peux utiliser des bouchons de bouteille comme support de balles de baseball, comme l'a fait cette personne. Si tu n'aimes pas le design des capsules, fais preuve de créativité et peins-les. Les boîtes de conserve contenant de la soupe de tomates et d'autres denrées ne sont pas toujours pratiques. Parfois, on n'a besoin que d'une partie du contenu du pot, mais les restes ne peuvent pas être conservés correctement une fois que l'on ouvre le couvercle de la boîte.
Un pot de Nutella te sauvera la mise dans ces cas-là. Son couvercle s'adapte parfaitement aux boîtes de conserve. As-tu déjà remarqué ce résidu collant qui s'accumule au fond de ton dispensateur de lessive? Ce résidu peut être assez difficile à nettoyer. La prochaine fois que tu laveras ton linge, jette-le simplement dans la machine à laver. En fait, tu peux carrément déposer ce gobelet de lessive dans la machine à laver à chaque fois que tu l'utilises. Ainsi, les résidus ne s'accumuleront pas et le récipient sera toujours propre. Imaginons que tu aies 2 aimants de disque dur et un paquet de chips. Tous ces objets ont-ils un lien entre eux? Absolument. La prochaine fois que tu ne pourras pas finir tes chips, ferme le sachet avec 2 aimants. Ils empêcheront l'air de pénétrer dans le sac et lorsque tu décideras de le terminer, le goût sera le même. Ne jette pas le reste d'une savonnette. Tu peux l'utiliser jusqu'à la fin. Cet internaute a montré comment il soudait en quelque sorte la barre restante avec la nouvelle. Et ces 2 éléments se collent l'un à l'autre pendant qu'on les fait mousser. Si cela ne te semble pas très pratique, tu peux faire preuve de créativité et fabriquer du savon liquide à partir de restes de savon. Une fois que tu as rassemblé suffisamment de petits bouts de savon, râpe-les. Fais-les fondre au four à micro-ondes et ajoute de l'eau. Plus on ajoute de l'eau, plus le savon devient aqueux. Tu peux aussi ajouter un soupçon de glycérine liquide pour rendre le savon encore plus hydratant. Laisse reposer le mélange pendant 24 heures et voilà, tu as ton savon liquide fait maison. Bonjour, illustres invités, et bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes honorés de votre présence. Désolé pour ce trajet chaotique. Il n'est pas toujours évident de voyager en charrette. Mais les 2 autres options qui s'offraient à vous étaient de monter à cheval ou simplement d'y aller à pied. Et oui, c'est essentiellement ça, la période médiévale. Vous n'êtes pas prêt d'y voir une autoroute. Quoi qu'il en soit, je suis le chambellan sympa et je serai votre guide tout au long de cette visite du château. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur les châteaux forts, surtout dans ces films de princesses chantantes, car j'ai préparé pour vous des secrets de châtelains qui vous laisseront pantois. Il est temps de passer à la porte. Après vous. Je voudrais commencer notre visite en rectifiant un certain malentendu. Les châteaux sont souvent confondus avec les palais ou les forteresses. Cependant, contrairement à ces 2 types de bâtiments, les châteaux ont été construits dans un but précis. Un château médiéval n'était ni plus ni moins que la demeure fortifiée d'un personnage important. En revanche, les palais n'étaient guère fortifiés, et les forteresses, quant à elles, s'apparentaient plus à des baraquements qu'à une vraie résidence. Les châteaux de style européen sont apparus aux environs des 9e et 10e siècles. À cette époque, tu n'aimerais probablement pas trop vivre en Europe, car elle se trouve en plein chaos, faisant suite à la chute de l'Empire romain. Les terres ont été réparties entre seigneurs locaux, princes et nobles en tout genre. Ceux-ci ont dû trouver un moyen de contrôler et de défendre leur territoire, et ont donc commencé à ériger des châteaux. Un peu comme ces forts faits de coussins que tu construisais avec tes frères et sœurs pour protéger votre coin du salon quand vous étiez enfant, mais à plus grande échelle. Toutefois, hormis leur fonction première de défense d'un territoire, les châteaux servaient également de centre administratif et de symbole du pouvoir. Les châteaux urbains servaient en fait à diriger la population locale ainsi qu'à contrôler les axes de communication importants. Les premiers châteaux étaient à vrai dire faits de bois. Cependant, ils ne se sont pas révélés très efficaces pour protéger les terres. Tout d'abord, ils consistaient essentiellement en un donjon central. De plus, ils pouvaient facilement être réduits en cendres. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne retrouve même pas de ruines de châteaux en bois aujourd'hui, sans compter qu'ils auraient de toute façon pourri depuis longtemps. Les châteaux de bois ont ensuite été remplacés par des châteaux en pierre, autrement plus robustes. Mais ils avaient aussi leurs inconvénients. Leur construction était plus onéreuse et prenait bien plus de temps. Pour un seigneur qui nageait dans l'or et l'argent, fort bien. Mais là encore, il lui fallait attendre une dizaine d'années avant que son château ne soit achevé, puisqu'il fallait extraire les pierres et les acheminer sur place. N'oublie pas qu'il n'y avait pas de pelleteuse, de grue ou de bulldozer pour lui faciliter la tâche. Comme tu peux l'imaginer, les premiers châteaux de pierre étaient froids, lugubres, humides et malodorants. Pour se débarrasser au moins de l'odeur, on recouvrait les murs et le sol d'herbes aromatiques. Contrairement à ce que les représentations de châteaux dans la culture populaire ont pu nous laisser croire, les premiers n'étaient pas bien grands. Nombre d'entre eux se composaient d'une unique tour de guet et d'une seule pièce, éventuellement 2 si le propriétaire cherchait à étaler sa richesse.
Lorsqu'il s'agissait de construire un château, son emplacement stratégique était infiniment plus important que sa conception. Ces structures étaient souvent bâties dans des endroits difficiles d'accès, tels que des îlots, des collines ou le bord de mer, afin de bénéficier d'une protection naturelle. Le choix de ces emplacements permettait également aux habitants du château de voir à des kilomètres à la ronde, de repérer les dangers en approche et de s'y préparer. Ainsi, plus le château était isolé et inaccessible, mieux c'était. Mais ceux qui ne disposaient pas de pareilles défenses naturelles étaient entourés de fossés ou de douves afin d'assurer une protection supplémentaire. Dans ce cas, l'accès au château se faisait au moyen d'un pont-levis. Cependant, en plus d'être aussi isolés que possible, les châteaux devaient se trouver à proximité de nombre d'éléments indispensables à la survie, tels que des moulins, des terres agraires et une source d'eau douce. Attardons-nous maintenant sur la porte et l'enceinte extérieure de pierre avant de pénétrer à l'intérieur. On pourrait penser que le donjon central était la partie la plus importante de la structure d'un château, mais c'est bel et bien la porte qui devait être protégée à tout prix, car c'était aussi la partie la plus vulnérable qui permettait d'accéder directement à la cour. C'est pourquoi elle devait être aussi étroite que possible, afin d'empêcher tout visiteur indésirable d'entrer. Ainsi, les portes démesurées que l'on voit dans les films fantastiques sont en fait irréalistes et bien peu pratiques. Car en réalité, elle rendait le château beaucoup plus difficile à défendre. En ce qui concerne les tours que tu vois de chaque côté de la muraille du château, leur conception n'a cessé d'être améliorée au fil du temps. En effet, les premiers châteaux étaient flanqués de tours carrées. Pour autant, il était assez facile de les détruire. Il suffisait de creuser des tunnels sous les coins pour qu'elles s'effondrent. C'est pourquoi les bâtisseurs de châteaux sont passés à des tours rondes. Il est maintenant temps pour nous de pénétrer dans le fort, qui est le bâtiment central du château. C'est là que vivaient les plus hauts dignitaires, comme les seigneurs et gentes dames, ainsi que leurs invités, les ambassadeurs et souvent même leurs serviteurs. Le seigneur et la dame dormaient dans leur chambre, s'ils faisaient partie de ces nobles fortunés qui avaient plus d'une pièce dans leur château. Les autres, en revanche, dormaient dans la grande salle, qui servait également de salle à manger. Ce qui est amusant, c'est que les châteaux n'avaient pas si souvent de donjons, du moins pas tels qu'on se les imagine. Le mot donjon est en fait dérivé du bas latin dominio, qui signifie la tour maîtresse, celle qui domine. Concrètement, en fait de prison, le donjon était le dernier endroit où les habitants du château pouvaient se réfugier au cas où les défenses extérieures céderaient face à une menace. Je parie que ton regard s'est arrêté sur ces escaliers en colimaçon, n'est-ce pas ? Ils ont été construits de cette façon à but défensif. La direction des escaliers dans le sens des aiguilles d'une montre était censée rendre plus difficile pour un envahisseur en train de les gravir de dégainer son épée puisqu'elle se trouvait le long de la courbe intérieure du mur. Tout cela en tenant compte du fait que la plupart des fantassins étaient droitiers, bien entendu. A contrario, toute personne descendant les escaliers aurait un avantage, car sa main directrice serait orientée vers le mur extérieur et elle aurait ainsi bien plus d'espace pour manœuvrer. Monter dans le sens des aiguilles d'une montre signifiait également que l'envahisseur exposerait une plus grande partie de son corps en se battant, ce qui permettait aux défenseurs de parer plus facilement ses coups. En outre, les escaliers étaient délibérément conçus avec des marches inégales, certaines plus hautes que d'autres. Cela permettait aux gens qui connaissaient bien le château de se déplacer rapidement et aux assaillants de trébucher et de tomber. En cas de force majeure, les châteaux disposaient également d'entrées et de sorties secrètes. La principale porte cachée s'appelait la poterne et se trouvait traditionnellement à la base des murs du château. Elle était souvent petite, facile à défendre et renforcée au moyen de grilles en fer forgé. Elle était cruciale pour permettre aux gens du château de s'échapper ou de faire passer en douce des vivres et du matériel pendant les sièges. Peut-être auras-tu besoin de visiter les petits coins avant la fin de notre visite. Mais nous sommes au regret de t'informer qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ce qui s'apparente le plus à des toilettes dans un château, c'est une pièce avec un trou donnant sur les douves qui entourent la muraille. Ces pièces étaient ce que l'on appelait autrefois des garde-robes. Et comme tu peux l'imaginer, elles sentaient très mauvais. On raconte que les gens s'en servaient également comme penderie, dans l'idée que l'odeur éloignait les insectes et les empêchait de s'attaquer aux vêtements. Je te suggère donc plutôt d'attendre d'être de retour dans ton confort moderne pour t'occuper de ta commission. Bon courage à vous, damoiselles et damoiseaux. Les satellites électroniques deviennent soudainement incontrôlables. Il y a des surtensions dans le monde entier. Certaines zones subissent même un blackout total. Les scientifiques disposent de peu de données sur cet incroyable comportement solaire.
C'est pourquoi nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire avec précision quand et comment se produira la prochaine tempête géomagnétique. Un événement de ce genre a eu lieu en juillet 2012, mais heureusement, il a manqué la Terre de peu. Mais à seulement 9 jours près. Pour te donner un aperçu de ce qui a failli se passer, il nous faut présenter quelques notions d'astronomie. Une tempête solaire est une série d'effets que nous ressentons ici sur Terre après que certains événements se sont produits sur le Soleil. Notre étoile n'est rien d'autre qu'une énorme boule de gaz en fusion qui se déplace constamment. Donc ces événements se produisent plus souvent que tu ne le penses. Pour qu'une tempête solaire se déclenche, notre Soleil doit émettre des rafales d'énergie. Elle se présente sous la forme d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Ces deux phénomènes envoient des charges électriques et des vagues de champs magnétiques vers la Terre à une vitesse stupéfiante d'environ 5 millions de kilomètres par heure. Lorsque ces tempêtes solaires atteignent notre planète, on peut voir des aurores boréales dans des endroits proches du cercle polaire. Mais elles peuvent aussi perturber les satellites ou d'autres types de communications électroniques. Certaines de ces tempêtes solaires peuvent être dangereuses, et en 2012, nous avons failli en subir une très puissante qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était même la plus puissante depuis plus de 150 ans, d'après les recherches effectuées par les astronomes. Mais comment avons-nous réussi à y échapper? Avons-nous fait quelque chose de particulier, ou bien était-ce qu'une pure coïncidence? Ce que nous savons, c'est qu'une de ces éjections de masse coronale a effectivement touché l'orbite de la Terre fin juillet 2012. Notre planète avait déjà quitté cet endroit précis alors qu'elle était sur sa trajectoire prévue autour du Soleil. Mais que se serait-il passé si elle ne nous avait pas manqué? Il s'avère que ces tempêtes solaires intenses sont dangereuses pour toutes sortes d'objets technologiques. Étant donné que nous sommes aujourd'hui littéralement entourés de gadgets, de nos smartphones à nos véhicules, imagine ce qui se passerait s'ils cessaient tous de fonctionner d'un coup. Voici comment les tempêtes solaires fonctionnent. Elles commencent par une explosion ou une éruption solaire. Ensuite, des rayons X et UV se déplacent vers notre Terre à la vitesse de la lumière. Les effets secondaires comprennent des pannes de radio et des erreurs de navigation GPS. Les effets peuvent se produire pendant un temps déterminé, car quelques minutes ou parfois quelques heures plus tard, des particules énergétiques atteignent notre atmosphère. Elles se déplacent à peine plus lentement que la vitesse de la lumière, mais elles peuvent choquer électriquement les satellites de la Terre et endommager leurs composants. Enfin, environ 24 heures plus tard, des nuages de plasma magnétisé nous atteignent également. Ils peuvent provoquer d'énormes pannes de courant, paralysant plus ou moins tout ce qui possède une connexion électrique. Il se peut même que nous ne puissions pas tirer la chasse d'eau de nos toilettes, puisque la plupart des réserves d'eau des villes utilisent des pompes électriques. Les effets de ces tempêtes géomagnétiques seraient toutefois différents en fonction des endroits du monde. Pourquoi? D'après des recherches récentes, la géologie a beaucoup à voir avec cela. Mais revenons un peu en arrière pour brosser un tableau plus vaste. Attache ta ceinture, car nous allons faire un voyage dans la machine à remonter le temps, à une époque où la Lune n'existait même pas encore. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et c'est peu dire. Des centaines de nouvelles planètes ont commencé à se former autour du jeune Soleil. Des planètes comme notre propre Terre, Vénus ou Mars se déplaçaient encore dans le cosmos. Dans les années 1970, un astronome nommé Donald R. Davis a développé une théorie selon laquelle la Lune serait née lorsqu'une autre planète a heurté la Terre nouvellement formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Il a également indiqué qu'elle aurait pu avoir la taille de Mars et il l'a nommée Theia. Il est difficile d'imaginer à quoi cet impact aurait pu ressembler, même avec l'équipement dont nous disposons de nos jours. Les astronomes ont suggéré l'hypothèse d'un impact géant pour tenter de reconstituer ce mystère. Après avoir heurté notre planète, les couches rocheuses extérieures de la Terre et de Theia ont été projetées dans un cercle de matière cosmique. De ces débris est né ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Le noyau de la Terre a apparemment consommé le noyau de fer de Theia, du moins s'il en avait un. Notre planète s'est également retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est ainsi devenue plus sensible aux tempêtes géomagnétiques. À l'époque, il y avait peu ou pas d'informations sur ce qui a pu arriver à Theia, à part nous offrir notre seul satellite naturel.
Il a fallu plusieurs années à une série de scientifiques pour trouver une nouvelle idée passionnante qui a révolutionné ce que nous savions de notre planète. Ce qui a été oublié de Theia se cache sous 2 couches de roches de la taille d'un continent au plus profond de notre planète. Cette théorie est aussi l'une des seules explications de la raison pour laquelle la Lune est si sèche et n'a pas vraiment de noyau de fer. Mais pourquoi la géologie est-elle si importante lorsqu'il s'agit de tempêtes géomagnétiques ? Eh bien, parce que des données récentes ont révélé que le type de roche sous tes pieds peut affecter la façon dont ta région s'adapte après de puissantes tempêtes géomagnétiques. Certains types de roches, comme les roches sédimentaires par exemple, ont généralement plus d'espace rempli d'eau, ce qui les rend électriquement conductrices. D'autres types de roches sont plus denses et présentent une plus grande résistance à l'électricité. Si une telle tempête se produit, les personnes vivant dans les Highlands de la Nouvelle-Angleterre risquent davantage de subir des perturbations majeures. À l'inverse, ceux de la plaine côtière centre-atlantique ont moins de raisons de s'inquiéter, simplement en raison de ce qui se cache sous leurs pieds. Comment avons-nous su à quel point ces tempêtes sont effrayantes ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les tempêtes solaires attisent la curiosité de la communauté des astronomes depuis de nombreuses années maintenant. L'événement le plus emblématique de cette ampleur est l'événement de Carrington qui s'est produit en septembre 1859. Il nous a donné un aperçu de la puissance du Soleil. On l'a baptisé ainsi d'après un astronome anglais, Richard Carrington, qui a lui-même été témoin des éruptions solaires. La puissance de cette tempête solaire était quelque chose que les humains n'avaient jamais connu auparavant. La forte tempête géomagnétique a provoqué des aurores boréales à des latitudes aussi basses que le territoire d'Hawaï. Le matin du 1er septembre 1859, Richard Carrington s'est rendu dans son observatoire privé situé à l'extérieur de Londres. Il a ouvert le dôme de l'observatoire pour avoir une vue complète du ciel et a dirigé son télescope vers l'emplacement du Soleil. Il a vu un tas d'énormes taches sombres qui brillaient à la surface de notre étoile. Peu de temps après, Carrington a remarqué que 2 zones énigmatiques, intensément brillantes et pleines de lumière blanche, jaillissaient des taches solaires. Elles ont disparu 5 minutes plus tard, mais les effets se sont poursuivis sur toute la surface de la Terre. Plus tard dans la nuit, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à dysfonctionner. Des éclairs de lumière ont commencé à jaillir des machines télégraphiques, perturbant les opérateurs et mettant même le feu aux feuilles de papier. Des aurores colorées ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du monde entier, faisant gazouiller les oiseaux en pleine nuit. Certaines personnes ont même commencé à vaquer à leurs activités quotidiennes, pensant à tort que la journée avait déjà commencé. De nos jours, notre planète est quadrillée d'une méga-toile d'informations, si bien que l'impact d'une telle tempête solaire serait encore plus chaotique. Dans les années 1800, le système télégraphique n'en était qu'à ses débuts, mais cet Internet victorien était un moyen important d'envoyer des nouvelles et des messages privés. Même aux États-Unis, les opérateurs télégraphiques avaient déjà remarqué des interruptions locales à cause des orages et des aurores boréales. Mais l'événement de Carrington et ses effets étaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De nombreuses lignes télégraphiques en Amérique du Nord sont devenues inutilisables. Un responsable de télégraphe, basé à Pittsburgh, s'est même souvenu que les courants circulant dans les fils étaient si forts que leur contact en platine risquait de fondre. Un autre exemple est celui d'un opérateur télégraphique situé à Washington DC, nommé Frederick W. Royce, qui a été blessé lorsque son front a touché un fil de terre. Les échantillons prélevés dans les endroits glacés de la Terre nous indiquent que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire survenue au cours des 500 dernières années. Il est très difficile d'imaginer quel pourrait être l'impact d'une tempête de cette ampleur aujourd'hui. Mais d'après un rapport de 2008, rédigé par l'Académie nationale des sciences, elle pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars de dommages. Il y a cependant des choses que chacun de nous peut faire pour aider à réduire le montant des dommages, comme acheter un générateur ou installer une source d'énergie de secours. Il peut s'agir d'un panneau solaire ou d'une éolienne. Plus efficace encore, nous pouvons équiper nos maisons de protecteurs de surtension qui se connectent à nos panneaux électriques et peuvent nous sauver de la foudre et d'autres surtensions. Et la solution la plus simple de toutes, il suffit de débrancher tous les appareils non utilisés.
S'ils ne sont pas connectés à une source d'alimentation, ils ne peuvent être affectés par aucune surtension. Tu y es enfin! Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute. Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs, mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. « Je n'ai pas vérifié ton parachute !» Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute. Mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis, mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale. Et depuis cette altitude, tu as moins d'1 minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman, en étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée, ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute de secours. Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe. Tu as desserré l'attirail sur ton dos et maintenant tu commences à glisser hors des sangles. C'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1, débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau en chute libre. Étape 2, à présent, trouve la poignée argentée du câble de déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée? Oups, elle est là, située à gauche de ta poitrine. Tu tires dessus avec force. Flop! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé? Le cœur qui bat la chamade? Oh que oui! Enfin, tu peux profiter de la vue. Pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il ait un accident sont d'1 sur 10 millions. Tu as 10 fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du 5e étage, le système de poulie rencontre un problème. Un câble se rompt et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué, tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant? Réfléchis bien. Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère, car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête, car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas. Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à 2 minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu y parviens facilement grâce à la pression de l'eau qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain.
Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Pouh! Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi. Ensuite, tu fais une randonnée dans la forêt et tu trouves l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Tu prends une photo et elle est superbe. Mais attends, dans quelle direction aller pour rentrer au camp? Il commence à faire nuit et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé ici. Tu vérifies ton téléphone. Il a une carte, donc tout ira bien, non? Mais tu as pris beaucoup trop de photos de la nature et ta batterie est épuisée. Tu peux survivre jusqu'à 3 heures sans abri par mauvais temps. Tu peux rester sans eau pendant 3 jours et jusqu'à 3 semaines sans nourriture. Tu dois considérer tes prochaines actions par ordre d'importance. Ta première tâche est de construire un abri. Tu appuies un grand bâton contre un arbre pour soutenir un toit. Ensuite, tu construis 2 murs sur les côtés, formant ainsi une armature solide. Il y a beaucoup de feuilles dans la forêt et tu couvres ton toit avec des tas de feuilles pour l'isolation. À l'intérieur, tu construis un joli matelas de feuilles. Tu entres et attends le matin en espérant avoir un sommeil réparateur. Tu as terriblement mal dormi, mais tu n'as pas vraiment le temps de leur laisser une revue pourrie sur ton site de booking favori. Ta tâche suivante consiste à trouver de l'eau. Tu suis un dénivelé du terrain pour finalement aboutir à un ruisseau. De l'eau propre, check. Tu continues à marcher dans le sens du courant en espérant qu'il te mène à une rivière. Tu as plus de chances de trouver des gens et des traces de civilisation le long de grandes étendues d'eau. Les heures passent et ton ventre gronde. Tu cherches autour de toi de quoi te rassasier. Il y a des baies et des champignons, mais tu ne les reconnais pas. Il est préférable de ne pas manger quelque chose si tu ignores tout de sa toxicité. Tu cherches des insectes sous les vieux troncs et les branches. Tu as trouvé quelques vers de farine qui peuvent être mangés crus. Certains insectes, lorsqu'ils sont cuits, peuvent être une source importante de fer, de protéines et de vitamine B12. Tu les regardes et tu perds bien vite l'appétit. On verra peut-être après. Enfin, le ruisseau se jette dans une rivière et, juste devant, se trouve un pont, pas celui qui est tombé plus tôt. Tu sembles sorti d'affaires. Tu jettes ces insectes répugnants et tu te lances dans ta prochaine aventure. Trouver un restaurant. Bon, on n'ira jamais faire du camping ensemble non plus. Tu te promènes maintenant dans un champ. Le vent se lève et, non loin de là, une tornade se forme. Tu commences à t'en éloigner en courant, mais tu ne peux pas la distancer, car elle se déplace jusqu'à 100 km/h. Ta principale préoccupation n'est pas la tornade en elle-même, mais les arbres et les bâtiments que la tornade emporte, les transformant en de dangereux objets volants. Ils sont entraînés à une vitesse folle, car ils sont portés par des vents rapides qui peuvent avoisiner les 500 km/h. Tu cherches un abri, mais il n'y a rien de tel. Ta seule option est un fossé qui ne soit pas entouré d'arbres ou d'autres objets cassants. Tu te cales dans le fossé et couvres ta tête avec ta veste, en la maintenant avec tes bras pour te protéger. Couché à plat, avec ce bruit de tonnerre tout autour de toi, tu as l'impression de te trouver dans un moteur à réaction géant. C'est un son terrifiant, mais heureusement, tu ne te trouves pas sur le chemin de la tornade. Tu peux entendre les petits débris siffler au-dessus de ta tête, et beaucoup d'entre eux s'abattent tout autour de toi avec un bruit sourd, mais fort heureusement, ils t'épargnent. Tout redevient calme. Tu restes allongé en contrôlant ta respiration et en essayant de te détendre. Tu ne te lèves pas encore, car le pire est peut-être encore à venir. Les tornades peuvent durer de quelques secondes à plus d'1 heure. Tu ne prends pas de risques et tu restes dans ton fossé pendant toute l'heure. Puis finalement, quand il est clair qu'elle est partie, tu époussettes ta veste et tu rentres chez toi. En attendant, tu portes vraiment la poisse. Je te supprime donc de mes contacts et je te vire de ma liste d'amis sur les réseaux. Enfin, je ferai tout ça dès que je serai sorti de l'hôpital. Tu es prêt pour un défi un peu spécial? Tu ne pourras pas quitter l'enceinte d'une baignoire de quelque type que ce soit pendant 1 mois entier. Et tes amis se relayeront pour te livrer de la nourriture et des boissons. Tu pourras régler la température de l'eau quand tu le souhaites afin qu'elle te convienne. Tu t'enthousiasmes déjà et tu es persuadé que tu vas gagner une belle somme d'argent, plusieurs centaines d'euros, lorsque tu auras tenu 1 mois entier. C'est un pari que tu as fait récemment avec tes amis, dans un simple village de pêcheurs alors que vous étiez assis dans un bar. Tu étais loin de te douter qu'une simple conversation mènerait à cela. Vous avez discuté de l'évolution de l'humanité et la conversation a porté principalement sur la possibilité que les humains évoluent vers des mammifères aquatiques, devenant potentiellement amphibies. L'évolution nous le prouvera, as-tu essayé de déclarer à tes amis. Ils n'étaient pas convaincus, même avec ton exemple sur le fait d'avoir les doigts fripés après être resté trop longtemps dans l'eau. Un trait évolutif que nous, les humains, avons acquis pour avoir une meilleure prise lorsque nous pêchons à main nue.
Bien sûr, tes amis ne voient pas comment cela pourrait avoir de rapport avec une évolution possible vers un état amphibie. Tu as ressenti le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Et alors que tes amis étaient assis à s'amuser, passant à autre chose que votre conversation sur l'évolution aquatique, tu as bien réfléchi. Comment puis-je leur prouver qu'ils ont tort ? Puis, l'idée t'est venue. Tu t'es levé, le doigt pointé vers le ciel, et tu as dit « Je parie que je peux rester dans une baignoire pendant 1 mois entier ». Et te voilà maintenant en train de suivre des dispositions dont tu sembles douter. Ta connaissance de l'évolution particulière de l'homme te redonne confiance. Et tu sais qu'il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'humanité où les gens se sont adaptés naturellement pour vivre avec la mer. Cela te semble donc être un pari sûr. Par exemple, les nomades de la mer, d'Asie du Sud-Est, pêchent depuis 1000 ans à leur manière. En plongeant profondément dans l'eau pour attraper leurs poissons, armés de simples saguets, ces nomades se sont adaptés pour devenir plus grands au fil des siècles. Cela a permis de pomper plus de cellules d'oxygène dans les organes vitaux et d'en stocker davantage en vue de leur plonger en eau profonde. Cette compréhension suffit à te galvaniser, alors que tu attends le premier jour du pari. Pendant les premières heures, tout semble bien se passer. En fait, tu trouves que c'est facile et tu plaisantes toute la journée. Tu affirmes que ce sera l'argent le plus facile que tu auras jamais gagné, et tu énumères ce que tu as prévu d'acheter avec. Tu dors bien pendant la première nuit. Mais tu es loin de te douter que ta peau absorbe l'eau de la baignoire pendant que tu dors. À chaque heure qui passe, une plus grande quantité d'eau pénètre dans ta peau. Entre les 2 couches, des bulles d'eau se forment, créant des bosses visibles sur sa couche externe. En te réveillant le lendemain, tu es légèrement alarmé de voir la transformation de ta peau. Tu regardes tes mains. Elles sont toutes blanches avec la peau qui s'effrite, et tes bras sont couverts de grosses cloques pleines de liquide. Ce n'est pas joli à voir. Tu entends quelqu'un entrer dans la salle de bain et tu essayes de te calmer. Ce n'est que le 2e jour, après tout. Tu dois t'endurcir. Tu dois gagner ce pari, non seulement pour l'argent, mais aussi pour ta fierté. Ton ami entre dans la salle de bain avec un plateau de nourriture. Son visage devient vite pâle lorsqu'il voit les bosses sur tes bras. Inquiet, il te demande si tu vas bien. Mais, étonnamment, tu te sens très bien et réponds que ça te démange juste un peu. Tu es curieux de comprendre pourquoi il n'y a pas de douleur, étant donné l'aspect de tes bras. Sans réfléchir, tu commences à gratter les grosses bulles sur tes bras. Tu continues à les frotter afin de voir la réaction de ta peau. Tu as maintenant comme une sensation de liberté lorsque tes bras sont exposés, comme si tu t'étais débarrassé d'un poids inutile. Tu te retrouves avec une nouvelle couche d'écailles à la place de la peau. Ton ami te demande de mettre fin au pari, étant donné ce changement soudain d'apparence. Mais tu affirmes que tu vas bien et que tu veux continuer. L'enjeu est trop important et tu veux désespérément gagner. Alors que ton ami accepte et part, tu demandes à poursuivre dans un jacuzzi. Ton souhait est exaucé, et maintenant, non seulement tes amis viennent te rendre visite, mais aussi les membres du village, très curieux, car des événements comme celui-ci ne restent pas secrets longtemps dans un village aussi petit. Au fil des jours, d'autres écailles apparaissent à la place de ta peau, couvrant tes jambes, tes bras et le bas de ton corps. Ta peau est encore visible sur la majeure partie de ton corps, mais les écailles se répandent rapidement, de la même façon qu'une éruption cutanée. Il ne faut pas longtemps pour que tu te lasses du jacuzzi, et tes amis sont heureux de te déplacer vers la piscine du village, pas très loin de la mer. Tu entres maintenant dans la dernière semaine du pari, et tout le village est au courant pour toi, l'homme-poisson. Ce que tu trouves incroyable, c'est que lorsque les gens te rendent visite dans la piscine, il n'y a ni peur ni jugement. Les gens sont simplement ravis et intrigués par le spectacle que tu leur offres. La piscine est grande, mais pas chauffée. Un adolescent te demande si tu as assez chaud. Mais tu ne remarques pas du tout le froid et tu te sens plutôt à l'aise. Ton régime alimentaire a beaucoup changé. Tu manges principalement du poisson. Des palmes ont poussé entre tes doigts et tes orteils, et de petites fentes de chaque côté de tes côtes se sont ouvertes, formant des branchies qui te permettent de respirer sous l'eau. Tout en continuant à évoluer, tu essayes de te rassurer en te disant que c'est presque fini, et que gagner ce pari était tout ce qui comptait. Tu repenses à ce qui s'est passé il y a presque 1 mois lorsque toi et tes amis avaient fait ce pari. Tu considères tout cet argent. Tout cela en aura bientôt valu la peine. Et puis, tu peux toujours revenir à la normale. Ce ne sera sûrement que temporaire. Le dernier jour du pari arrive enfin. Une grande fête a été organisée pour célébrer ta victoire. Tous les villageois assistent à la célébration. Il y a un orchestre et un grand festin pour tout le monde.
Tu t'amuses avec les villageois, préférant rester dans ta piscine, bien sûr. Les adolescents te lancent des poissons et tu les attrapes au vol dans ta bouche en riant à tes propres dépens. Tu sautes en l'air, exécutant des tours pour les villageois qui applaudissent à chaque fois. Au fur et à mesure que la fête se prolonge, tu te détaches lentement de la célébration, méditant tout seul dans ta piscine. Tu sens que tu te lasses des festivités et de l'attention. Tu regardes les villageois rire et faire la fête. Tu penses que tu n'es plus à ta place dans ce petit village. Tu ressens une envie soudaine de partir et la fête ne t'intéresse plus. L'argent du pari ne t'intéresse pas non plus. Il ne t'importe plus d'avoir prouvé que tout le monde avait tort. Tu ne ressens que l'envie d'être libre. Tu nages jusqu'au bord de la piscine. Il fait nuit, donc personne ne peut voir ta tentative d'évasion. En t'extirpant, le poids de ton corps hors de l'eau est si lourd et tes jambes et tes bras sont si faibles que tu t'effondres et dois ramper très lentement vers la plage. Finalement, tu arrives au bord de la plage et tu t'effondres en arrivant dans l'eau, à bout de souffle. Les petites vagues d'eau salée que tu sens éclabousser ton visage te revigorent après ton périple épuisant. Une fois que tu as rassemblé assez d'énergie, tu commences à nager vers des eaux plus profondes. Et, comme un poisson dans l'eau, tu nages avec aisance. Ce que tu ressens en ce moment, c'est d'avoir été dans une cage toute ta vie. Maintenant, tu es enfin libre. La sensation grisante de l'eau et de son étendue illimitée te semble paradisiaque. Alors que tu nages plus loin dans la mer, tu t'arrêtes soudain pour regarder le village pendant un instant. Tu fais une pause et tu regardes ce qui était autrefois tout ce que tu connaissais, et tu écoutes les sons étouffés au loin en réfléchissant à ton ancienne existence. Tu ne ressens aucune émotion en regardant en arrière, sans regret ni remords. Tu plonges dans l'eau, prêt à recommencer la nouvelle vie sous la mer. À bord de ton vaisseau spatial ultra-moderne, tu t'envoles loin de la Terre à une distance sûre et puis, bam! Tu voyages plus vite que la vitesse de la lumière à travers l'espace interstellaire. La lumière de milliers d'étoiles passe à toute vitesse devant toi. Quelques minutes plus tard, tu es de l'autre côté de la Voie lactée et tu vas au travail. De tels voyages sont devenus banals depuis longtemps pour les humains, car tu fais partie de la civilisation qui a conquis toute la galaxie. Mais il a fallu près de 90 millions d'années pour y arriver. Alors comment y sommes-nous parvenus ? C'est comme un jeu vidéo. Au début, nous avions une flotte de 3 vaisseaux mers qui pouvaient voyager à 500 km par seconde. Chacun d'eux avait 10 plateformes de colonisation. Un vaisseau pouvait désamarrer une plateforme et la déposer sur la planète souhaitée. Nous avions aussi 2 vaisseaux rapides qui voyageaient 2 fois plus vite mais ne pouvaient coloniser qu'une seule planète. Chaque planète colonisée pouvait envoyer un nouveau vaisseau en expédition. L'humanité a donc pu se répandre dans la galaxie en 90 millions d'années. La plupart de ce temps a été passé à voler d'étoile en étoile. Le principal problème de la colonisation est la vitesse. Année 2021, nos vaisseaux spatiaux peuvent à l'heure actuelle voler à environ 40 000 km/h. C'est une vitesse suffisante pour aller de New York à Los Angeles en moins de 4 minutes. Mais un voyage vers des planètes voisines comme Mars prend encore environ 7 mois. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met 4,2 années pour y parvenir depuis le Soleil. Il faudra à notre fusée 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que l'existence d'une civilisation humaine avancée. Or, notre galaxie, la Voie lactée, mesure 105 000 années-lumière de large. Donc même en voyageant à la vitesse de la lumière, cela prendrait une éternité. Alors naturellement, l'humanité a imaginé d'autres moyens de voyager. Déplaçons-nous dans le futur et imaginons que nous ayons résolu ce problème. Nous avons commencé à accélérer avec des sondes microscopiques propulsées par des faisceaux laser directionnels depuis la Terre. Cela a permis d'atteindre des vitesses équivalentes à 25% de la vitesse de la lumière. C'est encore trop lent. Le problème était que rien de ce qui a une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière. Nous sommes donc passés à l'étude de la métrique d'Alcubierre. Cette méthode n'implique pas de se déplacer d'un point A à un point B, mais plutôt de comprimer l'espace entre ces points. Voici une feuille de papier à carreaux. Imagine que nous devions parcourir 3 carreaux pour atteindre ta destination. Au lieu de nous déplacer en ligne droite aussi vite que possible, nous comprimons ces carrés pour que notre vaisseau spatial soit au point B. Maintenant, nous les dépressurisons, l'espace est normalisé et nous avons voyagé en quelque sorte à l'arrêt. C'est comme ça que fonctionne la métrique d'Alcubierre. Elle comprime l'espace devant le vaisseau spatial et le dilate derrière sa queue. Donc théoriquement, un vaisseau spatial à propulsion d'Alcubierre peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, même plus vite que la vitesse de la lumière. Mais la quantité d'énergie nécessaire pour y parvenir est énorme et pourrait être comparée à la masse énergie de la planète entière de Jupiter.
Alors pendant que certains scientifiques travaillaient à améliorer le moteur d'Alcubierre, d'autres regardaient à l'intérieur de l'objet le plus mystérieux de l'univers, le trou noir. Un trou noir est un corps céleste si dense qu'il attire même la lumière et ne la laisse pas sortir. Imagine un trampoline circulaire. C'est notre espace-temps. Plaçons un ballon de basket en son centre, le trampoline s'affaisse un peu, maintenant tous les objets que nous mettons sur le trampoline vont rouler vers le ballon de basket. C'est comme ça que fonctionne la gravité. Mais si tu fais rouler une balle de golf au-delà du ballon de basket, elle a une chance de sortir de cet entonnoir. Maintenant, mets une boule de bowling très lourde au centre du trampoline, le trampoline s'affaisse encore plus. Désormais, la balle de golf va inévitablement tomber dans l'entonnoir avec la balle de bowling sans aucune chance de s'échapper. C'est comme ça que fonctionne un trou noir. Et certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un trou de verre au cœur d'un trou noir. C'est un raccourci entre le point A et le point B de l'univers. Retournons à notre feuille de papier. Au lieu d'aller tout droit, nous plions la feuille de façon à ce que le point A soit juste au-dessus du point B. Maintenant, nous faisons un trou dans le papier et nous nous déplaçons vers le point B. Nous le déplions à nouveau et voilà. Nous sommes arrivés à destination. Il existe donc une théorie selon laquelle, si un vaisseau spatial entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir et résiste à l'incroyable tension qui y règne, il peut sortir vers n'importe quel autre point de l'univers auquel ce trou de verre mène. Il pourrait même s'agir d'une autre galaxie ou d'un univers parallèle. Nos recherches ont été fructueuses et désormais, en regardant une carte de la Voie lactée, nous pouvons nous rendre absolument partout. Il ne reste plus qu'à choisir le bon endroit à coloniser. Il y a environ 1 milliard d'étoiles. Autour de chacune d'entre elles se trouvent des planètes susceptibles de convenir à la vie. Nous devons donc réduire la liste. Tout d'abord, nous recherchons des étoiles relativement jeunes, presque comme notre Soleil. Près d'elles, une colonie humaine peut potentiellement vivre pendant longtemps. Ensuite, lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et à devenir rouge. Dans les derniers stades de sa vie, elle peut absorber toutes les planètes qui l'entourent, puis exploser avec une telle force que la lumière de l'explosion peut être vue à des dizaines d'années-lumière. Deuxièmement, la candidate pour une colonie humaine doit se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Il s'agit d'une zone étroite, pas trop éloignée ni trop proche de l'étoile, pour qu'il n'y fasse ni trop froid ni trop chaud. En d'autres termes, l'eau sur la planète doit exister sous forme liquide. De plus, la planète candidate doit avoir une surface solide pour que nous puissions y vivre. Un autre facteur important est la taille de la planète. Si elle est trop grande, sa force gravitationnelle fera pression sur nous. Il sera plus difficile pour nous de sauter, de marcher et de soulever des poids sur cette planète, car nous sommes habitués à la gravité de la Terre. Mais si la planète est trop petite, nous nous y sentirons comme des super-héros. Nous serons capables de sauter très haut et de soulever de gros poids. Mais ensuite, nos muscles perdront de leur tonicité et notre santé se détériorera. Nous recherchons donc une planète de la taille de la Terre. En tout, nous avons environ 100 000 systèmes stellaires qui correspondent à nos paramètres. Alors nous commençons à explorer et à coloniser. Et voici notre première cible. Nous avons nommé cette planète Nouvelle Maison. Nous allumons notre moteur plus rapide que la lumière et bam, nous y sommes. Même si cette planète répond à tous nos critères, il est encore difficile de considérer cet endroit comme notre foyer. Il est fait de paysages désertiques avec beaucoup de cratères et de canyons. Nous devrons travailler dur pour que cet endroit ressemble à la Terre. La phase de terraformation de la planète est sur le point de commencer. Cela signifie que nous allons modifier le climat et l'atmosphère ici. Nous avons besoin d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène pour pouvoir respirer sans combinaison spatiale. Nous allons donc cultiver des plantes à air, d'autres usines produiront de l'eau, nous construisons aussi des centrales électriques et une usine pour produire du carburant pour notre vaisseau spatial. Et enfin, très important, la production de nourriture. Une fois que tout sera prêt, la colonie pourra exister par elle-même. Et après plusieurs siècles, cette planète sera suffisamment développée et peuplée pour envoyer une expédition pour coloniser les mondes voisins. Ainsi, pendant plusieurs millions d'années, l'humanité a tissé sa toile dans la Voie lactée. D'une planète à l'autre, nous avons colonisé notre galaxie. L'humanité est maintenant non seulement multiplanétaire, mais aussi interstellaire. Le prochain objectif est de faire de nous une espèce intergalactique. Voici notre Voie lactée. Faisons un zoom arrière. Voici le groupe local de galaxies. Chacune d'entre elles contient des millions d'étoiles candidates à la colonisation. Nous devons parcourir 5 millions d'années-lumière pour y arriver. Zoom arrière à nouveau. Le super amas de la Vierge. Il y a environ 100 amas de galaxies similaires aux nôtres. Encore un zoom arrière. À 1 milliard d'années-lumière de chez nous. Super amas voisin. Maintenant, chaque galaxie ressemble à un petit point. Et il y en a des millions et des millions. Dézoomons encore plus. À 14 milliards d'années-lumière de la Terre, c'est notre univers observable. Il y a environ 2000 milliards de galaxies.
Même à 1000 fois la vitesse de la lumière, il nous faudrait des milliards d'années pour coloniser ne serait-ce que 1% des étoiles présentes. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a un point froid sur la carte de l'univers observable. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une cicatrice due à une collision de notre univers avec un univers voisin. Ils disent que les univers pourraient être comme des bulles, chacune contenant des billions de galaxies. Une fois, une telle bulle s'est écrasée sur la nôtre et sa force gravitationnelle a arraché des amas de galaxies de notre univers. Si cela est vrai, alors les univers parallèles existent bel et bien. Nous avons alors des possibilités vraiment infinies d'exploration, de découverte de nouveaux mondes pour l'humanité et de contact avec des civilisations extraterrestres. C'est prometteur. Fixons une heure à laquelle tu vas te réveiller systématiquement tous les jours de cette semaine, mettons 7 heures. Il y a quelques règles simples pour commencer. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton snooze et tu dois sortir du lit dès que l'alarme se déclenche. Vraiment. Prends ton téléphone et règle ton alarme. Prochain point sur la liste, les heures de sommeil. Cela diffère en fonction de ton âge. Voici un tableau qui devrait t'aider. Les personnes âgées de 13 à 18 ans ont besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil. Plus vieux que ça, 7 à 9 heures par jour suffisent. À partir de 65 ans, c'est 7 à 8 heures. Mettons que tu aies besoin de 7h30 de sommeil. Pour cela, tu dois te coucher à 23h15, ce qui te laisse 15 minutes pour t'endormir. Cela signifie que tu ne dois pas utiliser d'appareil électronique lorsque tu es au lit. Aucun! Sinon, tu risques de te retrouver à regarder des vidéos toute la nuit et fini le sommeil. Lorsque tu dors, tu passes par différentes phases. La phase 1 est celle où tu es entre l'état de veille et l'endormissement. Phase 2, tu es installé dans ton lit et ta température corporelle baisse un peu. C'est à ce moment-là que tu auras peut-être envie de te blottir dans tes draps. Phase 3 et 4, ton corps commence à récupérer de la dure journée que tu as passée. Imagine que tu récupères un peu d'énergie à chaque minute. Durant la phase 5, tu commences enfin à rêver. C'est ce qu'on appelle le cycle REM. Avant, c'était les NREM. Ces acronymes signifient mouvement oculaire rapide, rapid eye movement, et mouvement oculaire non rapide, non rapid eye movement. Lorsque tu survoles la statue de la liberté dans tes rêves, tes yeux essaient probablement de suivre, même avec les paupières fermées. La phase REM est aussi celle qui stimule tes performances mentales et physiques. Ainsi, quand tu te réveilles, tu es prêt à attaquer ta journée avec toute ta puissance cérébrale. Si une journée difficile t'attend demain, la phase REM est ce qui te préparera à y faire face. Si tu as suffisamment d'heures de sommeil et que tu respectes ton rythme, tu pourrais même éliminer tout besoin de faire des siestes l'après-midi ou la somnolence que tu ressens parfois tout au long de la journée. Si tu n'arrives pas à dormir et que tu ne fais qu'allumer et éteindre la télévision, voici ce que tu peux faire. Tout d'abord, éteins la télévision pour de bon. Ensuite, tu peux essayer de te créer un environnement agréable et calme. Calme ne veut pas toujours dire silencieux. Il peut être utile d'avoir un son d'ambiance en arrière-plan, comme des vagues qui déferlent sur le sable ou la pluie qui tombe sur les feuilles des arbres. Si tu es occupé à penser à ta prochaine réunion ou stressé par le travail, pense à un mot ou une phrase pour te changer les idées. Tu peux même compter les moutons. Troisièmement, accepte-le. Il est normal de penser à des choses. Nous pensons généralement à nos vies dans les espaces calmes, et notre chambre est probablement l'espace le plus calme de tous. C'est comme lorsque tu prends une douche, plongé dans tes pensées, et que 15 minutes passent sans que tu ne t'en rendes compte. Quatrièmement, trouve une position confortable pour t'endormir. Mets-toi tout de suite au lit, sinon tu devras te relever pour y aller et cela pourrait gâcher tes plans de sommeil. Tu pourrais t'endormir sur le canapé, mais cela est contre-productif car tu finiras de toute façon par te déplacer vers ton lit. Si aucune de ces techniques ne fonctionne pour toi, essaie plutôt des techniques de relaxation par respiration contrôlée. Un peu comme lorsque tu comptes les moutons, sauf qu'ici tu compteras tes respirations en même temps que tu les contrôleras. Fais-le avec moi. Inspire, puis expire. Inspire à nouveau, puis expire. De cette façon, tu réduis ton niveau de stress et tu prépares ton cerveau au sommeil. Il est préférable de le faire le soir et pas pendant que tu regardes une vidéo sur YouTube. Mais s'il se trouve que tu regardes celle-ci au lit, bravo, tu as déjà fait la moitié du chemin. En voici une autre, la méthode 4-7-8. Tu dois placer la pointe de ta langue près de la crête derrière tes deux dents de devant et la maintenir là pendant tout ton exercice de respiration. Maintenant, avec ta bouche fermée, tu dois inspirer lentement par le nez. Compte jusqu'à 4 pendant que tu fais cela. Ensuite, tu vas retenir ta respiration et compter jusqu'à 7. La dernière étape de cet exercice consiste à expirer avec la bouche ouverte en comptant jusqu'à 8.
Répète cet exercice 3 fois de plus et tu te retrouveras au pays des rêves en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Littéralement. Ces exercices sont particulièrement utiles pour ceux qui ne peuvent pas très bien visualiser les choses ou ceux qui ne veulent pas se donner la peine de compter les moutons. Tu pourrais simplement vouloir faire le vide dans ton esprit à la place. Pendant la journée, une chose que tu peux faire est de t'exposer à la lumière du soleil. Cela aide à réguler ton horloge biologique interne. Si tu ne peux pas sortir de chez toi, une lumière artificielle vive fera très bien l'affaire. La nuit, c'est l'inverse. Tu dois être dans un endroit sombre. Cela te fera dormir plus longtemps et cela stimule même la production de mélatonine. Pour faire simple, c'est l'hormone du sommeil. Considère-la comme un ingrédient secret. Si pendant la nuit tu te réveilles soudainement, fais attention à ne pas regarder l'heure. Cela te stressera et ton esprit se mettra à travailler jusqu'à ce que tu sois complètement réveillé. Et ensuite, tout ce à quoi tu penseras, c'est « je n'arrive pas à me rendormir » avec les yeux grands ouverts qui regardent le plafond. Se fatiguer pendant la journée peut aider, par exemple en courant ou en nageant. N'importe quel exercice en réalité. Tu te sentiras mieux et tu auras un sommeil plus sain. Assure-toi simplement que ce que tu fais ne soit pas trop éprouvant, car cela pourrait avoir l'effet inverse. Voici un conseil, une séance d'entraînement tôt le matin induira une bonne nuit de sommeil. Va marcher ou sors ton vélo et va faire un tour. Une fois au lit, tu te réveilles soudainement d'un rêve et tu as l'impression de tomber. Tu as probablement déjà vécu cela. Ça a un nom, une secousse hypnique. Et ne t'inquiète pas, cela arrive à tout le monde. En ce qui concerne nos cousins mammifères, les loutres de mer dorment sur l'eau, flottant le dos à la surface. Une astuce qu'elles utilisent consiste à dormir sur des brins de varech. Mais voici quelque chose d'encore plus mignon à leur sujet. Elles se tiennent la main pour éviter de s'éloigner les unes des autres. Nous passons une grande partie de notre vie à dormir, plus précisément un tiers de celle-ci. Les chats le font encore plus, puisqu'ils passent les 2 tiers de leur vie à dormir. Mais les chauves-souris battent les chats. Elles dorment pendant 82% de la journée, ce qui représente 19 heures passées les yeux fermés. Elles sont les grandes championnes du sommeil. Et écoute ça, une girafe n'a besoin que d'environ 2 heures de sommeil par jour. Tu pourrais penser que certains humains peuvent se contenter de 5, mais ce n'est pas vrai. Si tu n'avais quotidiennement que 5 heures de sommeil ou moins, tu serais tellement épuisé que tu tomberais dans une profonde sieste à un moment donné. Tu finiras peut-être par t'habituer à te passer des heures de sommeil dont tu as besoin, mais l'inconvénient est que tu ne serais alors jamais au maximum de tes performances, ni aussi créatif ou concentré. Cela affecterait tes activités quotidiennes et causerait des problèmes de mémoire. Il y a de fortes chances que tu ne te souviennes même pas de ce que tu as mangé la veille. Et si tu dois faire un choix, mettons quel gâteau d'anniversaire offrir à ta collègue Karen, dont l'anniversaire est demain, tu risques d'avoir du mal à le faire aussi. Si tu manques de sommeil et que tu te cognes le genou sur une table ou que tu marches sur un Lego, tu auras encore plus mal. Personnellement, j'aime les films en noir et blanc. Je pense qu'ils ajoutent une touche de nostalgie au cinéma. Mais il s'avère que 12% des gens rêvent entièrement en noir et blanc. Leurs rêves ressemblent à des westerns et ils voient certainement un cow-boy chevauchant dans le Far West. Maintenant, imagine que tu dors pendant tout l'hiver. Tu hibernes. En réalité, les humains ne peuvent pas le faire, principalement parce que nos ancêtres étaient des animaux tropicaux, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas besoin d'hiberner. Lorsque nous avons finalement commencé à migrer vers des endroits plus froids, il était déjà trop tard pour que nous évoluions d'une manière qui permette l'hibernation. Mais imagine un rêve qui durerait 6 mois. Il ferait toujours chaud et tu serais le coureur le plus rapide du coin. Heureusement, nous avions quand même un abri et des vêtements chauds. Le feu a aussi beaucoup aidé notre survie. Contrairement à nos amis ours, nous étions assis dans nos grottes, le corps bien au chaud, près des flammes. Ok, c'est tout pour moi. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes.
Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser. Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19h commencent souvent à 20h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à 2 mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie. La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas.
La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi. Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain. Le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échoués sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de ruban adhésif de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de ruban adhésif. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmier et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête, et tu transportes le filet pour attraper des poissons.
Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que 2 rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là, et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorce d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. À l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les 5 derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux. Tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà 1 heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco, tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voie.
Il semble qu'il va te manquer. Mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie. Salut, tu vois cette pile de livres sur ta table de nuit qui attendent d'être lus ? Nous avons une grande nouvelle pour toi. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les conseils les plus précieux d'Internet pour améliorer ta vitesse de lecture. Si tu suis ces techniques simples, tu pourras doubler, tripler ou même quadrupler ta vitesse de lecture. Découvrons-les ensemble. Tout d'abord, établissons ton taux de MPM, ou mots par minute. Si tu es au niveau 1, cela signifie que tu peux lire jusqu'à 150 mots par minute. Vérifie si tu peux facilement lire ceci. 150 MPM équivaut à un mot toutes les 0,7 secondes, ce qui est très lent. Plutôt facile, non ? Maintenant, si tu es au niveau 2, tu devrais être capable de lire jusqu'à 250 mots par minute. Voyons si tu es à l'aise avec cette vitesse de lecture. Crois-le ou non, la plupart des conversations normales se déroulent à peu près à cette vitesse. Lire dans cette vidéo est beaucoup plus facile que de lire à la même vitesse sur papier. Ok, ça va devenir plus difficile, alors attache ta ceinture. Si tu es au niveau 3, cela signifie que tu es capable de lire 350 mots par minute. Vérifions. Cela devrait être plus difficile à suivre. Mais si tu te concentres uniquement sur les mots qui apparaissent dans l'ordre, tu seras capable de lire chaque mot sans compromettre ta compréhension. Ouf, ok. Passons au niveau 4. À ce niveau, tu devrais être capable de lire 450 mots par minute. Peux-tu lire ce qui va suivre ? La lecture à grande vitesse est un outil très important et utile pour ceux qui lisent de grandes quantités de textes tous les jours. Si tu es étudiant, enseignant ou auteur, la lecture rapide peut être un excellent complément à ta routine chargée. Bon, on en a probablement perdu quelques-uns à ce stade. Cette vitesse est déjà bien supérieure à la vitesse de lecture moyenne. Mais si tu as essayé de rester concentré sur les mots qui clignotent, tu as probablement eu une idée de ce qu'on voulait dire. Maintenant, dernier test avant qu'on passe aux conseils de lecture rapide qui te feront doubler ton taux de MPM. Au niveau 5, une personne est censée pouvoir lire 600 mots par minute. Es-tu un ninja de la lecture rapide ? Vérifions. Lorsque tu lis à grande vitesse, tu dois déduire la plupart des mots. Même les lecteurs les plus rapides du monde ne pourront pas atteindre une compréhension de 100% à chaque fois. Si tu peux parcourir les mots d'une phrase, ton cerveau devrait être capable de comprendre la phrase, ce qui te permet de comprendre le message général de ce qui a été écrit. La plupart d'entre vous ont probablement utilisé la déduction pour passer ce niveau. Bravo si tu as été capable de réussir ce dernier test. Et au cas où tu penserais que lire à une telle vitesse est quelque chose d'inaccessible, détrompe-toi. Tu seras heureux d'apprendre qu'il existe une science derrière la lecture rapide et qu'avec un peu d'entraînement et de concentration, tu en seras largement capable. La première chose que tu dois changer dans ton style de lecture pour lire plus vite est d'arrêter de subvocaliser. La subvocalisation est un mécanisme naturel de notre cerveau. Lorsque nous lisons un livre, un panneau sur la route ou même une étiquette de shampoing, nous subvocalisons. Au cas où tu ne connaîtrais pas ce terme, la subvocalisation est en fait cette voix que tu entends dans ta tête pendant que tu lis. Tu te souviens quand tu apprenais à lire et que tu devais probablement lire à voix haute ? Jusqu'à ce moment où le professeur a commencé à te demander de lire silencieusement dans ta tête. Et devine quoi, tu continues à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème avec la subvocalisation, c'est que si tu prononces chaque mot dans ta tête, alors tu liras en gros aussi vite que tu parles. C'est aussi pourquoi la vitesse moyenne de lecture est à peu près la même que la vitesse moyenne de parole. Et cette fourchette est de 150 à 250 mpm. Il n'y a aucune preuve qui suggère que tu peux te débarrasser complètement de la subvocalisation, mais tu peux certainement la réduire. Prenons cette phrase comme exemple. Émilie regarde des vidéos sur Sympa tous les jours. Au lieu de subvocaliser chaque mot, essaye ceci. Émilie, Sympa tous les jours. L'idée n'est pas forcément de sauter des mots. Tes yeux seront toujours capables de capter tous les mots. Mais entraîne-toi à en subvocaliser moins par phrase. Maintenant qu'on a vu ce premier conseil, essaye de le mettre en pratique en lisant cette phrase à une vitesse de 500 mpm.
Si tu lis cette phrase à une vitesse de 500 mpm, alors tu ne subvocalises probablement pas tous les mots dans ta tête. Beau travail. Continue comme ça et tu liras de plus en plus vite à chaque seconde, littéralement. Ne t'en fais pas si tu n'as pas pu lire tous les mots du dernier test. Rappelle-toi, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les idées. Maintenant, la deuxième chose que tu dois tâcher de faire est de discipliner tes yeux. L'œil humain est naturellement attiré par le mouvement. Alors, si tu utilises un stylo, un marqueur ou même ton doigt pendant que tu lis, cela t'aidera à lire plus vite. Souvent, lorsque nous lisons une phrase, nos yeux vont d'avant en arrière, lisant la phrase plusieurs fois, au lieu de respecter un mouvement régulier vers l'avant, vers la fin de la page. Normalement, nos yeux le font si vite que nous ne remarquons même pas que nous le faisons. Ce phénomène s'appelle la régression visuelle, et la meilleure façon de l'éviter est d'utiliser quelque chose pour diriger les mouvements de tes yeux. Tu peux essayer dès maintenant si tu le souhaites. Prends un livre et un crayon et fais courir ce crayon tout le long de la page. Attention, utilise le bout avec la gomme plutôt qu'avec la mine. N'oublie pas de nous dire si ça a marché pour toi. Passons maintenant au troisième conseil. Tu dois apprendre à utiliser ta vision périphérique. Par exemple, concentre-toi sur cet objet au centre de l'écran. Tout en continuant à le regarder, peux-tu aussi voir ces autres objets qui apparaissent à gauche et à droite de l'endroit où tu diriges actuellement ton regard ? Tu peux probablement voir ces objets grâce à ta vision périphérique. Normalement, lorsque nous lisons, nous nous concentrons uniquement sur un mot à la fois. Nous semblons oublier de profiter du fait que nos yeux peuvent facilement percevoir aussi son environnement. Un exercice simple qui peut t'aider à utiliser ta vision périphérique est de commencer à lire les phrases de ton livre à partir du milieu, au lieu de commencer par le coin le plus à gauche. Concentre-toi donc sur la lecture d'une page entière en commençant par son milieu. De cette façon, tu stimuleras tes yeux pour qu'ils absorbent les mots situés à droite et à gauche de la section centrale. Essayons celui-ci à une vitesse régulière à rapide. Garde ton attention sur le milieu de l'écran et laisse ta vision périphérique saisir les mots situés sur le côté. Tu fais un excellent travail, peut-être que, de cette façon, tu pourras lire un peu plus vite. Mais si c'est quelque chose de nouveau, la vision périphérique est quelque chose que nous avons stimulé toute notre vie. Tu dois juste apprendre à la stimuler pour la lecture. Bravo, tu as sans doute déjà progressé en lecture rapide. Voici quelques derniers conseils avant de conclure. Chaque fois que tu le peux, essaye de te forcer à lire plus vite, même si les informations en sortent brouillées au début. Cela habituera ton cerveau à lire à une vitesse plus élevée. De cette façon, tu étireras ta zone de confort de vitesse de lecture. Par exemple, si tu as l'habitude de lire à 300 mots par minute, essaye de lire à 600 mots par minute. Cela bousculera un peu ton cerveau au début, mais lorsque tu reviendras à la lecture à 300 mpm, cela te semblera très lent. Cela créera très probablement une incitation sans effort à augmenter ta vitesse de lecture. Et pour finir en beauté, nous allons cacher le dernier conseil dans un ultime test. Cette fois, la vitesse est de 1000 mpm. Bonne chance! Les scientifiques affirment qu'écouter de la musique instrumentale ou classique pendant que tu lis t'aide à lire plus vite. Ce genre de musique t'aidera à te concentrer sur l'activité en cours. Donc, dans le processus d'augmentation de ton taux de MPM, assure-toi d'essayer cette astuce simple mais efficace. Tu as tout saisi ? Si ce n'est pas le cas, ralentis la vidéo et regarde-la à nouveau. Et maintenant, un peu de vitesse de parole. Espérons que tout ça t'a donné un aperçu de la façon d'accélérer ta lecture. À la prochaine!